Bienvenue à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui nous attarder sur la question épineuse et essentielle qu'est le rôle de l'art. Présent depuis les balbutiements de notre espèce, sous nos yeux depuis notre naissance, l'art semble étroitement lié aux origines mêmes de la culture, pourtant sa nature reste difficilement saisissable. Brassant un spectre large allant des danses rituelles aux épisodes en streaming, ces œuvres nous font oublier un tant soit peu notre quotidien. Le spectacle sous nos yeux impressionne et nous abreuve d'émotions fortes. Or, cette occupation est-elle obligatoire au fonctionnement d'une société ? Est-il possible qu'un peuple ait pu exister sans qu'il ait engendré quelconque forme d'art ? Quant à nous, pourrions-nous nous passer de ce film ? Pourrions-nous vivre sans musique ? Avons-nous besoin de l'art ou est-ce un plaisir superflu ? Peut-être croyez-vous déjà que c'est impossible, mais je vais quand même m'efforcer de montrer que la distraction que propose l'œuvre d'art est d'une nécessité absolue dans la vie de tout un chacun. Je vais pour cela m'appuyer sur le mythe grec de Persée et la Méduse pour soutenir mon propos. En effet, le mythe et la force symbolique qu'il dégage permettent d'effleurer de multiples disciplines, ce qui me semble être une bonne porte d'entrée pour un sujet aussi vaste que celui-ci. Enfermée dans une geôle souterraine, la belle Danaé, fille d'Acrisios, est touchée par une pluie d'or, semence du dieu Zeus qui donnera naissance à Persée. Devenu jeune homme, Persée arrive les mains vides à un grand banquet donné par le roi Polydectès. Alors que les autres convives viennent avec des chevaux, il déclare qu'il apportera ce que le roi voudra. Celui-ci lui demande donc la tête de la gorgone Méduse, une bête horrifiante habitant aux portes de la nuit. Persée, tout demi-dieu qu'il est, peut compter sur le soutien de ses suprêmes parents. Après s'être informé auprès des grès et des nymphes, il atteint des suites d'un long périple la demeure des gorgones aux frontières de ce monde. Les gorgones sont des femmes au corps chimérique, ayant les cheveux hérissés de serpents. Leurs faces sont tantôt belles, tantôt bestiales, avec une bouche dentée de lames laissant sortir une longue langue et des cris terrifiants. Il est difficile de décrire leur visage car leurs regards sont fatals. En les croisant, on est instantanément changé en pierre, et ce pour toujours. La fameuse Méduse se trouve être la seule mortelle des trois sœurs gorgones. Persée, tapie dans leur nid, la guette avec discrétion. Il porte la harpée du dieu Hermès, destinée à décapiter la bête. Athéna place son bouclier poli en face de la Méduse qui s'approche. En observant un reflet dans le bouclier poli, Persée brandit la harpée et parvient à trancher la tête de la gorgone sans croiser son regard tueur. Il range sa tête dans la Kibisis, s'envole à l'aide des bottes ailées d'Hermès et fuit les deux gorgones, alertées par l'ultime cri de leur sœur. Ce qu'il y a de frappant avec la Méduse, du moins ce qui est plus remarquable qu'avec d'autres antagonistes des grands récits initiatiques, c'est qu'elle symbolise frontalement la mort. Alors qu'on peut croiser le regard avec un dragon avant qu'il tente de nous engloutir, ici les yeux de la gorgone sont comme invisibles aux hommes car, en l'ayant vue, on n'est déjà plus. Elle est donc la mort, purement et simplement, celle qui raidit nos chairs, nous pétrifie. Les pauvres mortels que nous sommes la craignons et l'évitons à tout prix. Une des manières de lire ce mythe est donc l'histoire du combat d'un héros contre la mort, aussi bien que l'histoire d'un héros contre sa propre peur de la mort. On fait ici face à un schéma de récit classique, un archétype majeur qui régit les histoires des premiers contes oraux aux derniers films en salle. La particularité de ce mythe reste la question du regard. Comment Persée tue la Méduse ? Grâce au bouclier poli, c'est-à-dire un miroir, un médiateur qui reflète la scène, qui donne à voir un faux semblant, une image, une illusion de la Méduse, donc de la mort. Cette reproduction, cette pâle copie du réel, n'est-ce pas une définition de l'art ?
le bouclier d'Athéna, ce miroir, n'est-il pas équivalent à la scène d'un théâtre, au cadre d'une peinture, à l'écran de cinéma ? Si l'on s'en réfère à l'étymologie, l'art traite d'un savoir-faire technique. En prenant pour exemple la peinture ou la sculpture, on pourrait dire que l'acmé de ce savoir-faire est la capacité de l'artiste à reproduire fidèlement le réel, ce qu'on appelle aussi la mimésis. En faisant une image de la réalité, on s'approprie cette réalité tout en la mettant à distance. Le bouclier d'Athéna reproduit la méduse, il en fait un succès d'année que l'on peut voir sans périr. Le dessin en perspective, l'image en perspective, ce n'est pas une image réaliste. C'est une image qui déforme les choses pour faire comme si toutes les choses se centraient autour de la conscience, pour faire comme si toutes les choses se centraient autour du regard de celui qui voit. Ce qui signifie que lorsque la perspective va s'imposer dans la peinture, en réalité, quand vous voyez un dessin, une image, une peinture en perspective, vous ne voyez pas le monde, vous voyez en fait un sujet, un moi, qui regarde le monde. Vous voyez une centralisation. Vous voyez la façon dont une conscience se fait soudainement ordonnatrice du monde, dont une conscience se fait centralité du monde, dont elle fixe le point central. Autrement dit, avec la perspective, l'imagination me fait croire que la conscience, le regard, est devenu maître de la nature. Et donc, voilà le plus puissant des divertissements. Le plus puissant des divertissements, c'est de faire de l'image un moyen de faire croire à la conscience humaine, à la subjectivité, qu'elle est maître du monde, qu'elle donne sa place à toutes les choses. Non pas qu'elle est perdue dans un infini qui va de toutes parts, non pas qu'elle est en quelque sorte en train d'imiter ce qu'est la nature, non, au contraire, la vision en perspective, l'image perspective, c'est une structure symbolique, c'est une manière symbolique pour le moi de se faire maître et possesseur de la nature. Philippe Touchet exprime ici sensiblement la même idée, puisque la perspective en peinture s'inscrit dans l'exercice mimétique. En faisant de notre perception le centre du monde, on devient maître de celui-ci. On peut ainsi, symboliquement, surpasser la mort. Je souscris donc à l'idée de Pascal selon laquelle l'art, en tant que divertissement, nous permet de supporter la connaissance de notre finitude. Mais alors, faudrait-il se divertir à tout prix pour qu'on ne voit pas s'écouler le temps ? Devrions-nous nous enfermer à consommer du divertissement, quitte à en oublier de vivre ? Absolument pas. Comme pour percer, ce miroir sur le monde que propose l'œuvre d'art devrait nous être utile dans le monde, opératif. Ce que nous dit symboliquement ce mythe, c'est qu'on a besoin de médiatiser, de mettre à distance la réalité, en l'occurrence la réalité de la mort, pour mieux pouvoir l'affronter. Je vais me permettre d'utiliser une métaphore qui, je suis sûr, ne fera aucune controverse dans le contexte actuel. L'art, sous toutes ses formes, nous expose à des doses homéopathiques, bénignes de la maladie pétrifiante qu'est la réalité de notre condition de mortel. Cela a pour effet de conjurer le sort de cette maladie. L'image des yeux de la Gorgone, aussi réaliste soit-elle, est inoffensive. On a sûrement tous pu appréhender, en concept du moins, les horreurs du passé à travers les films, notamment ceux sur la Seconde Guerre mondiale. La catharsis de la tragédie classique, qui fait voir un personnage récolter les fruits des vices qu'il a semés, permettait bien de purger les passions du public. Bien sûr, toutes les créations artistiques ne traitent pas directement de la mort et je ne souhaite pas que ce soit le cas. J'irai donc plus loin. Le contenant, le signifiant, le fait même qu'une œuvre soit une œuvre, en fait d'elle un objet de lutte contre la mort. L'artiste, le créateur, conjure la mort en laissant sa trace dans ce monde, il met en forme son idée et prolonge son existence à travers son œuvre. Quant au spectateur, il conjure la mort en observant le travail de cet artiste. La contemplation esthétique lui fait quitter l'espace-temps qui lui est propre pour accéder, rien qu'un instant,
à cette forme d'éternité dans laquelle s'inscrit l'œuvre. J'aimerais vous citer un passage de Nietzsche, extrait de Naissance de la tragédie, qui défend une approche similaire. Entre le monde de la réalité dionysienne et celui de la réalité journalière se creuse ce gouffre de l'oubli qui les sépare l'un de l'autre. Mais aussitôt que réapparaît dans la conscience cette quotidienne réalité, elle y est ressentie comme telle avec dégoût, et une disposition ascétique, contemptrice de la volonté, est le résultat de cette impression. En ce sens, l'homme dionysien est semblable à Hamlet. Tous deux ont plongé dans l'essence des choses un regard décidé, ils ont vu, et ils sont dégoûtés de l'action parce que leur activité ne peut rien changer à l'éternelle essence des choses. Il leur paraît ridicule ou honteux que ce soit leur affaire de remettre d'aplomb un monde disloqué. La connaissance tue l'action, il faut à celle-ci le mirage de l'illusion. En ce péril imminent de la volonté, l'art s'avance alors comme un Dieu sauveur, apportant le baume secourable. Lui seul a le pouvoir de transmuer ce dégoût de ce qu'il y a d'horrible et d'absurde dans l'existence en images idéales à l'aide desquelles la vie est rendue possible. Ces images sont le sublime, où l'art dompte et assujettit l'horrible, et le comique, où l'art nous délivre du dégoût de l'absurde. Ce que nous dit Nietzsche ici, c'est qu'en se faisant spectateur d'une œuvre d'art, on conjure la dégoûtante vérité de notre condition, on conjure le sort pétrifiant de la peur de la mort, ce qui nous permet d'agir dans le réel. C'est là tout le paradoxe du rôle de l'art. On a besoin de ces moments de pure contemplation pour agir pleinement par la suite, comme par contraste. Et comment mieux agir dans le réel qu'en faisant de sa peur une force ? C'est précisément ce qu'il se produit dans la suite du mythe. Persée revient comme prévu avec le présent du roi, mais décide de se venger de celui-ci, car il convoitait sa mère, Danaé. Arrivé au banquet, il détourne le regard et dévoile la tête de la Méduse, figeant de marbre le roi Polydectès et tous les hommes de l'île de Séryphos. Persée, sorti vainqueur du combat contre sa peur de la Méduse, l'a retourné pour en faire son arme. Il a agi dans le réel, il est lui-même devenu créateur en changeant toute la cour en statue. Alors que la mort nous pousse à nous replier dans un passé perdu, nous confronte à la vanité du présent et à la peur de l'après, l'art, tant sa création que sa contemplation, nous donne accès à un semblant d'éternité qui rend la vie supportable. C'est en cela qu'il est nécessaire dans toute vie humaine, il fournit de la volonté à persévérer dans l'être, à l'espèce complexe que nous sommes. Alors que l'instinct faillit là où la raison domine, l'art prend le relais. Il ne sert pas à la survie physique, mais bien à la survie psychique des individus. Voilà le rôle de l'art, accéder à l'infini pour agir dans le monde sans crainte de sa finitude. Alors, allez-y, ne restez pas médusés, osez regarder dans le bouclier d'Athéna et coupez la tête de votre monstre. Et en lui coupant la tête, en s'en rendant maître, d'une certaine façon, il va faire en sorte que la terreur que cette tête et ce regard mobilisent et suscitent, cette terreur, l'homme va pouvoir la détourner, soit contre ses ennemis en la mettant sur le bouclier, soit même dans un sens qui est celui du comique et du ridicule, en faisant des visages comme celui que vous voyez là. Il y a donc une façon, à travers les images comme à travers les récits, de désarmer cette espèce d'angoisse ou d'horreur de la mort que la facialité monstrueuse exprime et que le regard manifeste, et en faisant que ce qui ne peut pas être vu devienne l'objet de beaucoup de figurations. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. C'est une première pour moi, ce genre de format un peu explicatif de mythologie, et c'est un sujet qui me tenait à cœur.
parce que je pense qu'il est important. Et je pense que c'était une bonne manière de poser les bases pour cette chaîne, pour éventuellement les futurs projets à venir. J'ai quelques thèmes qui me trottent dans la tête, mais rien de bien concret, donc n'hésitez pas à me suggérer des sujets à aborder. Moi je m'intéresse à tout ce qui est histoire, cinéma, philo, gnose, tout ce qui a capacité un peu à sonder l'âme humaine et l'essence des choses. Pour savoir si je continue dans ce genre de format, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à commenter. Bonne journée, à liker, partager si ça vous a plu. Aussi, n'hésitez pas à me donner des retours sur ce que vous avez pensé, tous les niveaux, montage, élocution, contenu. S'il y a des choses à revoir ou à améliorer, moi je ne demande qu'à apprendre. Donc merci encore. Bonne journée à tous ou fête de beaux rêves.